Jean-Michel Blanquer, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'ESSEC, vous avez été directeur général de l'enseignement scolaire, recteur d'académie, et vous publiez L'école de demain chez Odile Jacob. Alors, la semaine dernière, tous les Français ont été choqués par cette étude internationale qui a évalué le niveau en mathématiques des enfants de 9 ans, de CM1, et nous sommes derniers de l'Union européenne. Nous arrivons 28e sur 28. Nous sommes les plus nuls en maths de l'Union européenne. Aujourd'hui a été publiée l'enquête internationale du PISA qui évalue cette fois les connaissances scientifiques d'élèves de 15 ans, donc un peu plus âgés. Jean-Michel Blanquer, que dit cette enquête? Est-ce que là aussi nous sommes derniers? Non, nous ne sommes pas derniers, nous sommes dans une sorte de... mondial. Oui, c'est mondial, nous sommes dans la moyenne mondiale. On est en réalité même légèrement au-dessus de la moyenne et on est dans des situations assez comparables avec d'autres pays européens. Je vous trouve pas très sévère. On est 26e derrière les Belges, les Portugais, les Polonais, les Allemands, les Anglais qui sont 15e. Comment c'est fait d'ailleurs? Non, il faut vraiment mettre en perspective tout ça, si vous voulez, parce que ces classements des pays par rapport aux autres portent sur 2 ou 3 points. En réalité, il faut raisonner par groupe de pays. On est dans un groupe de pays qui sont en gros les pays européens, pour lesquels les performances ne sont pas très bonnes, ce qui signifie qu'il faut faire d'énormes progrès dans le futur, mais ça ne sert à rien non plus de caricaturer la situation. Vous n'avez pas eu un choc, vous, quand vous avez appris que nous étions derniers en maths, 28e sur 28? Le choc, je l'ai depuis 15 ans, si vous voulez, depuis le début des années 2000. Le choc, je l'ai depuis ce moment-là, donc je ne suis plus surpris par ces études-là, parce que je suis parfaitement conscient du fait qu'il y a une dégradation du niveau qui a commencé probablement dès les années 70-80 et qui est un facteur structurel sur notre système. Et donc l'enquête PISA qui vient de sortir montre plutôt d'ailleurs une forme de pause dans la pente qui baissait. Oui, et donc aujourd'hui, la question elle est vraiment en profondeur et sur le long terme. Comment est-ce que pédagogiquement on rebondit pour être meilleur alors qu'aujourd'hui nous sommes moyens? Alors Jean-Michel Blanquer, on va essayer d'analyser les causes. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond les Français sont de plus en plus nuls parce qu'il y a une dualité aujourd'hui entre les bons lycées qui restent très très bons et les mauvais dans les quartiers sensibles qui s'écroulent et qui pèsent sur la moyenne? Est-ce que c'est ça? Je vous dis ça parce que l'enquête sur les maths de la semaine dernière a montré que même les bons étaient moins bons aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Tout le monde baisse. Alors, il y a toujours quand même de l'excellence. Et par exemple, si vous prenez les mathématiques, la France reste un pays qui cultive l'excellence en mathématiques pour les meilleurs de ses élèves. Néanmoins, le problème, il est fondamentalement à l'école primaire. C'est pas tant entre lycée que le problème se pose que dès l'école primaire. Il faut savoir que dès la fin de l'école maternelle, il y a malheureusement des prédictions qui peuvent se faire pour chaque élève en fonction du niveau de vocabulaire en particulier qui est maîtrisé. Si on veut lutter à la racine véritablement contre les inégalités, on doit lutter contre les inégalités de langage qui se présentent très tôt. Quand un enfant arrive... des enfants où chez eux, les parents parlent très peu français avec peu de mots de vocabulaire. Exactement. Tout à fait. Et qui du coup sont handicapés à vie. Exactement. Quand 2 enfants rentrent à l'école maternelle à l'âge de 3 ans, il peut y avoir une différence de 1 à 3 quant au lexique maîtrisé, quant au nombre de mots maîtrisés. Et donc l'école maternelle doit pouvoir compenser cela, faire du bain de langage. Ça peut passer d'ailleurs par le jeu, par la musique, par les contes, par 1000 choses. Mais c'est à ce moment-là, à la racine, que se jouent beaucoup de choses. Parce qu'après, quand à la fin de la maternelle, on va rentrer en cours préparatoire, si on maîtrise peu ou beaucoup de vocabulaire, eh bien on est plus ou moins prêt à entrer dans l'écriture, la lecture. Et donc l'école primaire peut ensuite se concentrer sur lire, écrire, compter et respecter autrui, qui à mon avis sont les 4 piliers de l'école primaire, dès lors qu'on a posé les bases à l'école maternelle. Jean-Michel Blanquer, l'enquête PISA sur les sciences montre qu'en tête c'est Singapour, Japon, Vietnam, Hong Kong, Chine dans les 10 premiers. Il y a quand même une excellence asiatique que vous décrivez dans votre livre. Vous dites le modèle asiatique, il repose sur les savoirs fondamentaux, la rigueur, la répétition et l'effort. Est-ce que ce ne sont pas des notions qu'on aurait un peu oubliées parce qu'on les aurait considérées comme ringardes en France? Oui, bien sûr. Je pense que la France a une tradition scolaire formidable. Cette tradition scolaire, elle était faite d'efforts, de rigueur, de pédagogie explicite, progressive, mais aussi exigeante assez tôt. Vous savez, les 4 opérations, par exemple, il vaut mieux les apprendre le plus tôt possible. Les tables de multiplication, il vaut mieux les apprendre le plus tôt possible, vers 6-7 ans. Parce que c'est un socle sur lequel vous allez ensuite pouvoir travailler. Les sciences cognitives démontrent ce que je viens de dire. Ce n'est pas seulement une opinion comme ça que j'exprimerai, c'est quelque chose qui est démontré scientifiquement. Et la France doit donc retrouver cela parce que nous sommes la France, par sa tradition, est à la croisée des 2 choses qui font marcher l'école. D'un côté,
le cartésianisme, disons, la capacité d'avoir un raisonnement rigoureux, c'est bien dans notre tradition. Et d'autre part, le plaisir, la créativité, l'épanouissement, qui sont aussi des facteurs d'apprentissage réussi pour les enfants. Ces deux choses-là ne sont pas contradictoires. L'effort et le plaisir ne sont pas contradictoires. Ça peut aller ensemble, et donc ce que l'on peut prôner pour le futur, c'est un modèle éducatif qui réussit à faire les deux. Et en mathématiques, bon, je connais bien par exemple le cas de Singapour. On sait ce qui peut marcher en mathématiques. On connaît les méthodes qui fonctionnent. Mais qui en France a envie aujourd'hui d'être prof de mathématiques? Quand on a fait des études supérieures de mathématiques, on peut aller dans le privé et toucher des 1000 et des 100. Alors quand on est employé par l'éducation nationale, on a un salaire de misère, on n'est pas augmenté au mérite. On vous envoie pour commencer en ZEP, en zone d'éducation prioritaire. C'est un sacerdoce total, non? Est-ce que la description est vraie? Est-ce qu'il y a un problème là? Il y a un problème, votre description est en partie vraie. J'en parle dans le livre, évidemment, puisque je pense que... Alors d'abord, tous les pays occidentaux connaissent ce problème du déficit de vocation, notamment en mathématiques et en sciences de professeurs. Une des formules du futur sera sans doute de réussir à pré-recruter les professeurs. Autrement dit, quand on repère un lycéen ou un jeune étudiant talentueux en mathématiques ou en sciences, l'amener par un chemin de pré-recrutement à devenir professeur par des systèmes de bourse, par des systèmes d'encouragement. Ensuite, que le début de carrière se passe dans des lycées difficiles, ce n'est pas forcément un problème en soi si les choses sont bien préparées, si on va en équipe dans ces lycées, si on y va avec de l'enthousiasme, si on y va avec de la reconnaissance sociale. Ceci, ça se travaille, ça existe dans certains pays, et c'est pour ça que je prône dans le livre beaucoup de regarder la comparaison, de faire de la comparaison internationale, parce qu'il y a des pays où on réussit à faire ce que je viens de décrire. Les champions, là, donc, ce sont donc les Asiatiques dans le classement PISA sur les connaissances mathématiques. Aujourd'hui, les Français, et nous, on a fait plusieurs émissions là-dessus, nous sommes très fiers d'avoir régulièrement le prix Nobel. Alors, on ne dit pas prix Nobel, on dit médaille Fields de mathématiques. Très souvent, ce sont des Français qui la décrochent. C'est malheureux à dire, mais dans 10-15 ans, ce seront des Chinois, des Vietnamiens, des Coréens qui l'auront, cette médaille Fields. La France est encore un leader mondial en mathématiques. On est pratiquement le meilleur pays où l'excellence demeure. Et je pense qu'on cultivera encore longtemps cette excellence pour plein de raisons. Mais néanmoins, ça ne doit pas nous satisfaire. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait une culture mathématique de la population, que tous les enfants sachent compter, tout simplement, sachent calculer, c'est décisif dans la vie. On est en plus dans une civilisation où les mathématiques vont avoir de plus en plus d'importance. Quand on parle de la révolution numérique, derrière ça, il y a les mathématiques. Donc c'est fondamental que la culture générale de toute la population en mathématiques soit meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Et il y a des moyens pour y arriver. Est-ce qu'on sait qu'il y a des bons collèges, des moins bons collèges, etc. Il y a des expérimentations en ce moment où on veut forcer la mixité. Est-ce que c'est une bonne méthode? Parce que les parents dont les enfants sont dans les bons collèges sont naturellement furieux et on ne peut pas reprocher à des parents de vouloir le meilleur pour leur enfant. Non, je pense qu'il y a beaucoup de raisonnements faux sur ces questions. Autrement dit, d'abord, vous ne pouvez pas forcer les familles à la mixité. Vous ne pouvez pas faire déménager les gens ou prendre le bus pendant 1 heure à quelqu'un pour changer d'établissement. Donc la véritable solution en la matière, c'est évidemment de requalifier les collèges qui sont en difficulté. Lorsqu'on a fermé les très mauvais. Éventuellement fermer un mauvais collège pour le reconstruire et repartir sur des bonnes bases. On doit aussi développer tout ce qui permet la différenciation d'un collège, ce qui lui permet de se valoriser. C'est de ce point de vue-là très dommage qu'on ait supprimé à l'occasion de la réforme du collège les classes bilingues, les sections européennes, le latin et le grec, que justement on avait créé dans certains collèges en difficulté. Et c'était un échappatoire d'excellence ? Bien entendu, pas un échappatoire d'excellence, quelque chose qui tirait tout vers le haut. Ce qui est décisif, c'est de tirer le système vers le haut. Tous les enfants ont des talents, mais ces talents sont différents. Il faut donc réussir à personnaliser les parcours. Et de la même façon, il faut réussir à donner une identité différente à chaque établissement pour que chaque établissement cultive son excellence. Et c'est vrai qu'il y a cette conclusion de PISA qui nous fait mal, de l'étude qui dit « La France, pays des droits de l'homme et de l'égalité, est devenue le champion du déterminisme social ». C'est-à-dire qu'on réussit suivant son milieu social. C'est tout sauf de l'égalité, ça. C'est parce qu'on nivelle peut-être trop par le bas et que les solutions commencent dès la toute petite enfance sur une politique volontariste du langage et des mathématiques. Jean-Michel Blanquer, directeur général de l'ESSEC, alors École de l'excellence pour le coup, et vous publiez École de demain chez Odile Jacob. Merci, vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Bernard Cazeneuve est nommé Premier ministre. Quelle est sa feuille de route à Matignon? Et puis Manuel Valls, comment est accueillie sa candidature? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Valls au front, Cazeneuve à Matignon.